Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, notre point hebdomadaire sur les indices, le forex, les cryptos et les actions. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle vos rendez-vous de la semaine. Tous les matins, vous avez le morning meeting d'Anthony Bondin sur Zone Bourse, version écrite, version audio. Tous les jours, vous avez Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Roxane qui a également lancé une émission Pump and Dump avec les plus fortes hausses et baisses internationales qui est publiée tous les vendredis. Et puis comme tous les mardis, on se retrouve. J'étais en vacances la semaine dernière, je vous retrouve en pleine forme pour les marchés en action. Dans cette émission, on va faire un focus marché, voir les derniers décalages. Ensuite, un top flop pour imager ce qu'il se passe en termes de flux, de macroéconomique, de banque centrale. Et comme d'habitude, dans la deuxième partie de cette émission, on parle de vos actions préférées avec 3 listes. Les grosses valeurs françaises, les valeurs en trend following et les green line breakout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous tapez Green Line Breakout Nicolas Chéron sur Google et vous aurez la vidéo et les explications. Et puis, on finit avec les valeurs internationales. Focus marché. Les semaines se suivent et se ressemblent. Nouveau record historique du S&P 500. Stabilisation du Dow Jones et du Nasdaq 100 sous leur record en clôture. Le tout dans des mouchoirs de poche. Je vous les ai laissés il y a à peu près 10 jours sur les marchés. Je vous parlais de marchés haussiers, soutenus, mais qui avaient peut-être besoin de purger. Comme d'habitude, j'étais en vacances la semaine dernière. Le CAC 40 a fait moins 2% le mardi, le jour de notre émission habituelle. C'était un signe. Mais les marchés restent quand même soutenus, solides, par les statistiques économiques, par les résultats d'entreprise et les publications qui ont commencé. D'ailleurs, des entreprises américaines représentant près de 50% de la capitalisation boursière du S&P 500, l'indice directeur américain, vont publier cette semaine. Donc si vous voyez le marché est un petit peu calme en ce début de semaine, c'est parce qu'on attend justement ces grosses valeurs du S&P 500, les GAFA, du Amazon, du Apple. On attend des grosses pointures dans les séances à venir. Jusqu'ici, en tous les cas, ça se passe très bien pour cette publication des résultats puisqu'on 85% des sociétés ont jusqu'ici battu le consensus des analystes. On a aussi rendez-vous mercredi avec la Fed. La Fed qui mercredi soir devrait maintenir sa politique inchangée, c'est-à-dire des taux bas et un soutien inconditionnel au marché. Et puis jeudi, on aura de nouveau un rendez-vous d'importance avec le PIB américain qui est attendu en forte hausse, plus 6,8%, puisqu'il y a l'effet rebond post-Covid, reprise espérée, reprise en cours dans certaines zones, et donc forte croissance pour ce début d'année et très certainement pour les 2 trimestres à venir. Malgré tout, la banque UBS, qui utilise de très nombreux trackers au niveau du Covid, souligne un ralentissement de la dynamique de vaccination mondiale pour la première fois en 11 semaines. Et on a parallèlement à ça la situation indienne qui inquiète avec le nombre de cas de Covid qui explose les compteurs. La semaine dernière, une des raisons de la purge des marchés est venue d'une news ou d'une rumeur concernant des décisions que pourrait prendre l'administration de Joe Biden au sujet de l'imposition des plus riches. Mais bon, certains économistes expliquent que cette mesure ne toucherait que 0,32% des contribuables les plus riches aux États-Unis. C'est un chiffre relativement faible, ça inquiète, c'est peut-être un projet, mais ça ne semble pas de nature à pouvoir littéralement ébranler les marchés financiers. Concernant le CAC 40, il s'installe gentiment au-dessus des records de 2020, les fameux 6080, 6100 points. Il est peu volatile, ce qui est la caractéristique d'un marché haussier. Et donc, pour le moment, et ce jusque nouvel ordre,
Bien évidemment, si aujourd'hui, pour une nouvelle ou une autre, ou demain, le CAC perd 3%, que la volatilité s'envole et qu'on commence à casser des supports, la donne changerait, bien évidemment. Mais pour le moment, nous sommes dans un environnement porteur, un marché haussier qui monte petit à petit, dans des volumes restreints, certes, mais les volumes restreints sont une caractéristique d'un marché haussier. Souvent, c'est dans les phases de baisse que les volumes augmentent très fortement et ensuite, dans la hausse, les volumes sont beaucoup moins nourris. Donc voilà, c'est plus ou moins le même cadre que celui dans lequel je vous ai laissé il y a 2 semaines. Les publications de résultats vont battre leur plein cette semaine. Des petits rendez-vous, comme je vous le disais, avec la Fed et le PIB américain. Et pour le moment, un marché globalement porteur. Le pétrole, lui, latéralise, il est toujours très neutre. Après sa forte ascension, souvenez-vous, on est passé de 35 à 70 dollars en quelques mois, 80% de hausse en moins de 6 mois de mémoire. Et donc là, voilà, on purge un peu, on latéralise entre 60 et 64 dollars. L'or a repris du poil de la bête puisqu'on est passé de 1680 dollars à 1780 dollars. Il a repris 100 dollars ces dernières semaines. Tout simplement parce que, souvenez-vous de cette rhétorique d'il y a 2 mois, on anticipait une très forte inflation, hausse des matières premières, grosse croissance attendue, donc des anticipations d'inflation qui se sont envolées. Parce que les opérateurs anticipaient de l'inflation, ils anticipaient aussi des remontées de taux progressives dans le temps. La Fed nous parle de 2023 ou 2024, donc c'est clairement pas demain. Mais malgré tout, ça a été un sujet pendant plusieurs semaines. Les taux se sont tendus aux États-Unis, le 10 ans américain est remonté vers 1,70, 1,75. Et lorsque les taux réels montent aux États-Unis, ça pressurise les métaux précieux. L'or est inversement corrélé au taux US, je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est pour ça que je vous écris que le prochain mouvement de taux sera le catalyseur sur les métaux précieux. Si, comme on va le voir, les hausses des matières premières agricoles, des métaux commencent à se répercuter dans les chaînes de prix, puis que la croissance économique permet à revenir à des niveaux d'emploi assez satisfaisants, que les salaires montent, bref, qu'on est vraiment dans une inflation soutenue et réelle, et non pas une inflation passagère, et je pense personnellement qu'elle est passagère, mais on verra bien. Si l'inflation remonte, les taux pourraient se tendre. Si les taux se tendent, eh bien, ça pourrait de nouveau pressuriser les métaux. Inversement, si en fait on s'est fait une frayeur, et si en fait l'inflation n'est pas, eh bien, les métaux pourraient avoir fait un creux de moyen terme, mais je trouve qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Qu'est-ce qui fait que je pense que l'inflation ne remontera pas à moyen long terme? Bien tout simplement 2 facteurs. Le vieillissement de la population n'est pas un catalyseur positif pour l'inflation, bien au contraire. Et puis aussi la digitalisation et la baisse de coûts de nombreuses dépenses, et notamment dans le digital, que ce soit dans les outils technologiques ou bien dans le quotidien. Donc ça pressurise les prix par le bas et ça contre justement l'inflation. Donc de l'inflation anticipée, oui, de l'inflation à court terme et pour quelques mois, puisqu'on a une croissance très forte également, mais une inflation tangible, durable, qui viendrait pressuriser les politiques des banques centrales, ça, j'en suis moins convaincu. Enfin, on termine avec le Bitcoin, qui, il y a 2 semaines avant que je parte, inscrivait un nouveau record historique sur 64 000, 65 000 dollars. Le Bitcoin, ces 15 derniers jours, a perdu 28%, mais il n'en demeure pas moins neutre sur les 2 derniers mois. En fait, sur les 2 derniers mois, il fluctue, on va dire, entre 45 000 et 65 000. Donc le Bitcoin reste haussier à long terme, neutre sur les 2 derniers mois, et il a été baissier à court terme et là se stabilise. C'est pour ça que je vous dis que la sélectivité importe désormais, puisqu'on a le Bitcoin qui a baissé, mais on a des altcoins qui ont continué à monter. Bref, si vous vous frottez au monde des cryptos, retenez plusieurs choses d'importance. La première, c'est d'éviter de trader en levier, parce que quand le Bitcoin perd 28%, tous ceux qui sont en effet de levier se font exploser en vol. Et puis, l'autre point important, c'est la diversification, de ne pas avoir que du Bitcoin, mais d'avoir aussi de l'Ethereum qui surperforme, ou bien d'autres crypto-monnaies. Voilà pour ce focus marché. On peut jeter un œil à la plateforme de ProRealTime pour regarder ses principaux actifs. Donc le CAC 40 est en tendance haussière manifeste depuis un an, depuis son creux de mars dernier.
la vaccination et les élections américaines qui nous boostent au mois de novembre. Depuis, on est dans une sorte de long fleuve tranquille. On arrive sur le haut de canal haussier et vous avez vu, on a tenté d'en sortir, puis on le réintègre, puis là on lèche la borne haute. Il n'y a pas de signal baissier tangible, mais on voit bien qu'il n'y a pas de catalyseur qui nous permet d'exploser. Et tout comme je vous ai dit il y a 2 semaines qu'on pourrait latéraliser un certain temps, eh bien je continue de penser qu'on pourrait rester relativement stable entre 6150 et 6350 pour faire gros. Mais rester dans cette zone de prix et ne serait-ce que latéraliser, baisser ou monter progressivement sans à-coup, eh bien permet au marché action dans sa globalité d'être relativement porteur. Après, il y a des périodes où les valeurs Covid sont plus soutenues, il y a des valeurs où il y a des fois où ce sont les big caps, donc les grosses capitalisations qui prennent le dessus sur les small caps comme depuis à peu près 10 jours. Donc il faut savoir jongler sur ces rotations qui s'opèrent à l'intérieur du marché action. Donc voilà pour notre CAC 40. Concernant le pétrole, vous avez vu, c'est complètement neutre. Concernant l'or, il y a du mieux. On est toujours aussi à long terme. On a consolidé ces 6 derniers mois. On a fait un beau double creux sur 1680 $. Tant qu'on reste au-dessus de 1750-60, c'est haussier, c'est porteur. Mais on aimerait bien voir les 1800 $ être effacés pour de bon et l'or aller chercher sa moyenne mobile à 200 périodes à 1850. En tous les cas, l'or, l'argent, c'est un peu comme le Bitcoin. Je considère que ce sont des outils de diversification et avoir un peu d'or, un peu d'argent, un peu de crypto afin de diversifier et parfois dynamiser son portefeuille me semble être une bonne chose. Les cours de l'argent, les voici, c'est comme l'or, mais c'est plus haussier, contrairement à l'or qui a corrigé ces 6 derniers mois, l'argent est resté stable. Ça veut dire qu'à un moment donné, si les taux retombent, que les métaux ont le vent en poupe, l'argent pourrait vraiment bien performer. Concernant le Bitcoin, hop. Voilà, c'est neutre sur les 2 derniers mois, on montait en crabe un peu péniblement, on avait besoin de purger, on peut tracer ce petit canal haussier dont on a testé la borne basse récemment, et là en gros on est en train de revenir au milieu, quoi. Les 55 000 $, c'est le prix médian de ces 2 derniers mois. Le mouvement était très soutenu auparavant, là ça s'est un petit peu calmé sur les cryptos, c'est bien normal. On est passé, ne l'oublions pas, entre septembre dernier, je dirais que la capitalisation mondiale des cryptos à ce moment-là était autour de 700 milliards. On était à 1000 milliards début 2020 et on a atteint il y a 15 jours 2000 milliards de capitalisation boursière des cryptos. Pour vous donner une comparaison, l'ensemble du marché action pèse 112 000 milliards de dollars. Donc les cryptos aujourd'hui représentent 2% de la taille du gâteau global du marché action, en gros. Donc voilà pour ces principaux actifs. On va repasser sur la présentation et on arrive au top flop. Donc ce top flop est un moyen d'imager, de vous montrer, de justifier en fait l'environnement de marché dans lequel nous sommes actuellement. Donc ici à gauche par exemple vous avez un graphique qui vous montre les résultats des entreprises aux États-Unis qui sont revenus sur des plus hauts historiques, ce qui justifie donc que les indices boursiers américains soient revenus sur des plus hauts historiques. Faut pas oublier que plus que les PIB, les stats macro ou autres, ce qui drive les marchés sur le long terme, vraiment sur le long terme, c'est les résultats d'entreprise. Si les résultats d'entreprise continuent de monter, il est légitime que les indices continuent de monter. Et pour l'instant, les résultats reviennent sur des records historiques post-crise. Le Covid c'est fini aux États-Unis et là on est sur des nouveaux records. Donc il est légitime que les indices soient aussi hauts, d'autant plus quand on le sait qu'ils sont soutenus par des politiques de taux extrêmement bas et de quantitative easing, avec des conditions financières aux USA qui sont les plus attractives depuis ces 10 dernières années. Bien évidemment, on a les banques centrales qui aident et lorsqu'on regarde ici en jaune le cours du DAX et ici en blanc le bilan de la BCE, on comprend que c'est les banques centrales qui font le marché. Plus les banques centrales ont injecté, plus les cours sont montés et les cours et le bilan de la banque centrale se retrouvent désormais. Or, on sait que
Les banques centrales et les États ont envoyé des milliers de milliards ces derniers mois, à peu près 16 000 milliards de dollars qui sont rentrés soit dans l'économie réelle, soit dans les marchés. Ça fait 15% du PIB mondial. C'est rentré assez rapidement, ça a fait monter fortement les cours, et là, on va rentrer dans un cycle où les banques centrales vont continuer d'injecter petit à petit, et donc on pourra avoir des cours qui eux aussi montent petit à petit. Voilà. Avec des accidents et de la volatilité quand on a des news qui sortent, puisqu'on est dans un marché un petit peu tendu, sous tension, haussier mais prudent. On sent bien que voilà, il suffit d'une étincelle pour perdre 2, 3, 5%. Mais c'est les caractéristiques d'un marché haussier, lent, soutenu. On profite des éventuelles corrections, des frayeurs pour rentrer sur repli. Des marchés qui sont soutenus par les banques centrales, mais aussi par une macroéconomie qui explose. La croissance en Chine est attendue à plus 20 au deuxième trimestre. Je vous ai déjà dit ça il y a 2-3 mois. On attend une année record. Bien évidemment, c'est un rebond, c'est une comparaison par rapport à l'année dernière en plein Covid. Mais quand même, on a des taux de croissance aux États-Unis, en Chine qui crèvent le plafond, des PMI aux États-Unis qui sont au plus haut historique, et des PMI en zone euro, Japon et autres qui sont revenus sur des plus hauts de 10 ou 15 ans. Du coup, la continuation de cette reprise économique, la confirmation de ces anticipations de reprise économique booste les métaux, mais aussi les matières premières agricoles. Sur un mois, les cours du blé, du maïs ou autres gagnent plus de 20%. Sur 6 mois, les cours du... Comment dire Non, c'est un peu plus. On va dire un an, les cours du lumber, du bois de construction ici, sont passés de 300 à 1400. Donc on a fait x4. Donc c'est ça aussi qui justifie les anticipations d'inflation, c'est qu'on a le bois de construction, les métaux, les céréales, toutes les matières premières qui sont recherchées depuis plusieurs mois et qui, pour certaines en tous les cas, crèvent le plafond. C'est pour ça que le bois de construction donc s'envole au Canada et aux États-Unis, alors que le marché de l'immobilier est très dynamique. Et du coup, on a une inflation continue à ce niveau-là. Mon point de vue à moyen terme, c'est qu'on corrigera ces excès, que cette hausse, que cette consommation extrêmement forte est temporaire, et qu'une fois que cet effet de comment dire, on est coincé en quelque sorte. On est dans une reprise, mais on manque de tout, on manque de semi-conducteurs, on manque de bois, pour une période bien définie de 6 mois dans laquelle la croissance explose. Mais on attend aussi que cette croissance se stabilise derrière. Donc je pense que là, il y a une surspéculation, et que sur le bois de construction, en tous les cas, je ne serais pas étonné qu'on reperde 30 ou 40% dans les 6 mois qui viennent. Ensuite, on peut passer aux chiffres du Covid. Les chiffres du Covid qui, en France, sont plutôt encourageants, puisque le nombre de cas quotidiens fait un double top, un peu d'analyse technique, sous les 40 000 cas par jour. On est en train de retomber, on parle de réouverture. Laissez-nous aller au restaurant, on va pouvoir y aller enfin. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis, ça vaccine à fond. En Asie, ça repart à fond. En Europe, on est en train de vacciner. On pourrait réouvrir en France un peu les terrasses, les restos, tout ça en mai-juin. Donc la vie va reprendre son cours. Et comme je vous l'ai expliqué dans les émissions précédentes, il y a une manne financière qui a été mise de côté par les ménages en France, en Europe, aux États-Unis. De l'argent mis de côté, puisque les gens n'ont pas consommé pendant le Covid, n'ont pas voyagé, n'ont pas dépensé. Et donc tout cet argent pourrait rentrer dans les entreprises et les marchés dans les semaines, les mois qui viennent. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'anticipent les marchés, c'est pour ça qu'on est aussi soutenu. Les chiffres du Covid sont bons en France, s'améliorent du moins. Par contre, l'Inde inquiète très fortement, puisque sur les 3 derniers jours seulement, il y a eu 1 million de cas en Inde. Nous, on est à 30 000 cas par jour, eux, ils sont à 300 000 par jour, et à 1 million sur les 3 derniers jours. Et les chiffres s'envolent. Donc, c'est là où il y a une dichotomie. Alors, la raison pour laquelle ça n'inquiète pas, c'est que c'est l'Inde, c'est qu'il n'y a pas ou peu de marché financier. Et en fait, là, il y a une dichotomie énorme entre les pays développés et les pays en voie de développement,
puisque d'ici la fin de l'année, 90% de la population des pays développés pourrait avoir été vaccinée, alors que seuls 30% de la population des pays en voie de développement serait vaccinée. Ce qui va créer encore un écart de performance et de croissance, et une supériorité des pays développés au détriment des pays en voie de développement. Ici, ce sont des graphiques. Alors, je pouvais prendre les PER, je pouvais prendre les price to sale ratio, je pouvais prendre le S&P 500 comparé à la dette, et sur à peu près tous les indicateurs de comparaison macro historique, on est dans des records de records. Si on regarde ces graphiques-là, de toute façon, on n'a plus envie d'acheter le marché depuis déjà 3-4 mois, et on n'a pas du tout envie de l'acheter au cours actuel. Simplement, voilà, en regardant trop ces graphiques, on n'arrive pas à profiter de la hausse. On short le marché, on se met en face sans signaux. Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre qu'on est dans de l'historique, qu'on monte depuis un an, qu'on est sur des records historiques, que c'est soutenu par une reprise tangible, certes, mais passagère, extrêmement puissante, et aussi par des banques centrales. C'est un doux rêve, ça dure depuis maintenant quelques années qu'il y a le quantitative easing, ça peut durer. C'est pour ça que ces ratios, c'est intéressant, ça nous met la puce à l'oreille, on se dit qu'à tout moment ça peut purger. C'est la raison pour laquelle on veut être diversifié, c'est la raison pour laquelle on veut aussi avoir des cryptos, des métaux et pas que des actions. On veut avoir de la liquidité, on veut utiliser des stops de protection ou en tous les cas avoir des coupes-circuits pour couper ses positions si la situation dérape. C'est bien d'être conscient des risques de ce qui nous entoure, mais ça reste, jusqu'à nouvel ordre, un marché haussier soutenu par tous les facteurs dont je vous ai parlé. Après, ça n'empêche pas que des poches dans lesquelles il y a de la surspéculation, voire des bulles, éclatent. Vous avez un graphique ici du S&P 500 en bleu foncé, et en bleu clair, vous avez les SPAC, les fameuses introductions boursières nouvelle génération, qui ont explosé en début d'année et qui se sont fait exploser dans les semaines qui ont suivi. De janvier à mars, il y a eu un record historique d'introduction boursière via les SPAC. Là, c'est en train de se calmer en avril. Et voilà, c'était l'euphorie. Les mecs cotaient une société, lançaient un projet, ça faisait x3 dans quelques semaines. On sent bien qu'on était dans un marché de joueurs, de parieurs, avec tous ces nouveaux entrants, tous les particuliers aux États-Unis, qui jouent en effet de levier, qui mettent leurs chèques reçus par l'État américain sur les marchés. Ça a beaucoup fait monter les valeurs de croissance, les valeurs techno, puis les SPAC. Et là, on sent que toutes les zones de surspéculation, où il y avait un peu cette notion de jeu, de pari, on achète tout et n'importe quoi, est en train de se calmer. Donc c'est bien. Il y a une sélectivité des opérateurs qui est en train de s'opérer. Et puis pour finir, est-ce que l'or n'aurait pas fait un creux de moyen terme? Je vous disais ça tout à l'heure. C'est pas certain, mais en tous les cas, les gold bugs, comme on les appelle, les fans de l'or, sont de retour. On est dans un marché sur l'or depuis 3-4 ans. On a des corrections qui se sont opérées par le passé de 15 à 18%. On a fait une correction de 19% exactement ces 6 derniers mois. Et donc, si l'inflation est passagère sur les mois à venir, que les banquiers centraux ne changent pas leur politique monétaire, qui sait, peut-être que l'or et l'argent ont fait des creux et sont sur un redémarrage progressif. En tous les cas, moi je reste très positif sur l'or dans une optique de long terme, et je trouve intéressant d'avoir des métaux dans son portefeuille dans une optique de diversification. Enfin, vous noterez, graphique de droite, que les achats des Indiens en or explosent, et que donc l'Inde est en soutien des acheteurs d'or. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour l'or, c'est pas les achats de la Chine ou de l'Inde ou de banques centrales, etc. C'est important certes, mais ce qui fait les cours de l'or, c'est la corrélation inverse avec les taux réels. 24 minutes pour cette première partie d'émission, vous me direz ce qu'il en est. La dernière fois, j'ai fait une introduction, la dernière émission, j'ai fait un format vraiment court. Ça a beaucoup plu à certains, à d'autres un peu moins parce que j'expliquais un peu moins. Donc voilà, là j'ai pris 23 minutes en gros pour vous faire une introduction, un cadrage global du marché. Et vous me direz dans les commentaires sous la vidéo ou sur Twitter si de la sorte ça vous convient. Je vous mets la liste des actions qu'on va regarder dans cette deuxième partie d'émission. Et comme d'habitude, c'est l'heure de la pause café.
Hop, un peu de Debussy pour la pause. Donc, on va commencer. Valeur française par Atos. Oui, alors j'espère que ça fonctionnera. J'ai mis la caméra pour la première fois, donc du coup je vous invite dans mon antre, chez moi. J'espère que ça vous plaira et que ça ne ralentira pas l'enregistrement. Donc on commence par Atos. Atos qui a déçu à plusieurs reprises récemment, par des résultats mais aussi par des rumeurs sur les comptes. C'est un dossier accidenté. Voilà, faut pas oublier qu'Atos, sur les dernières années, ça reste une valeur très neutre. Je vous ai déjà montré les anticipations de résultats sur Zone Bourse. Quand on va sur Atos, on va sur la fiche valeur et on regarde les finances de la société. On voit les anticipations pour 2021, 2022, 2023. C'est très stable en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc voilà, c'est un dossier plan-plan, neutre, qui à moyen long terme, quand on revient proche des 50, est acheté, mais dès qu'on remonte à 75 est vendu. C'est un dossier qui a été accidenté récemment. Et on est revenu, en fait, vous voyez, on a approché de la zone des 50-52 là, qui avait été payée déjà fin 2018, début 2019, qui a bien réagi. Mais on est rapidement remonté à 61 euros, c'est les anciens plus bas du mois de janvier. Et donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir si vous regardez mes émissions que un support cassé devient résistance. Donc on a cassé ce support violemment, on est revenu au contact de ce support cassé et il fait résistance pour le moment. En plus, je vois qu'il y a une publication le 27, donc c'est peut-être ce soir. Pour l'instant, là, on essaye d'accrocher la zone des 57 euros qu'on avait accroché en octobre 2020. Donc là, il faudrait vraiment réussir à tenir cette zone des 57 pour retourner à l'assaut des 61. Et si on casse les 61, qu'on reprend cet ancien support devenu résistance, on pourrait alors tenter de combler le gap et de remonter vers 65-66 euros. Mais je pense qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas être trop gourmand. Parce que si on remonte à 65, c'est qu'on reprend pratiquement 30% depuis les plus bas. Donc c'est ce qu'on peut espérer pour ceux qui sont en position. Et pour ceux qui n'en ont pas, je ne trouve pas d'intérêt particulier à aller sur le dossier au cours actuel. Carrefour. Alors Carrefour, elle est intéressante dans une optique de diversification parce qu'il est en train de se passer quelque chose à moyen terme. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique hebdomadaire, Carrefour, elle baisse depuis 20 ans. Donc c'est pas un dossier qui fait rêver. Mais on a parfois des phases baissières assez longues, puis une phase de stabilisation, puis un rebond qui s'opère. Phase baissière, stabilisation, rebond. Phase baissière, stabilisation, rebond. Là, on a eu une phase baissière qui dure depuis 2015. Donc 5 ans de baisse. Et on est depuis que Bompard est devenu PDG, me semble-t-il, on a une stabilisation, voire même une tentative de reprise sur les dernières semaines. Donc peut-être qu'on est à un tournant sur Carrefour, un changement de polarité, de sentiment de marché. On est en train de faire une sorte de gros rounding bottom. Là, il y a la MM200 hebdomadaire qui bloque les cours pour le moment. Mais voilà, il y a une volonté, en tous les cas, il y a un retour des investisseurs sur ce dossier. Vous voyez ici, il y avait une sorte de triangle, on en est sorti par le haut quand il y a eu des spéculations d'un rachat par le Canadien. On est retombé, on a travaillé la zone, puis là ça redémarre. Donc on voit bien un arrondissement, un changement d'état d'esprit. On voit que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, moyenne mobile à 200 périodes qui se retourne pour la première fois depuis un peu plus d'un an. Donc il y a du mieux sur Carrefour. C'est pas de la small cap, ça fait pas rêver, ça va pas très vite, mais dans un marché qui plafonne, dans un marché qui est un peu haut, comme on le voyait dans la première partie d'émission, ça peut être aussi le genre d'action qui tire son épingle du jeu, qui surperforme, parce que certains opérateurs, dans une optique défensive, vont sur ce type de dossier. Ensuite, on parle de Eutelsat. Eutelsat, donc valeur spécialisée dans les satellites, est une valeur qui intéresse les opérateurs, non pas par sa tendance haussière, puisque vous voyez qu'elle est baissière sur les 3 dernières années, mais par son rendement. Fonction de son cours, Eutelsat rapporte 8, 9, parfois 10, 11%.
Donc généralement ceux qui ont du Eutelsat en portefeuille, bah, ils en ont et puis ils le gardent et puis ils touchent les dividendes, ça fait baisser leur prix de revient et ils tiennent la ligne. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui la regarde actuellement parce qu'elle est en train de travailler une zone clé entre 10,50 et 11 euros pour faire large. Et elle était dans un range depuis des mois et on pourrait se dire tiens si ça sort du range ça pourrait s'apprécier et ça pourrait grimper. Oui, peut-être. Pour autant, je serais pas à l'aise avec le fait de l'acheter maintenant ou au-dessus des 11 euros pour espérer un décollage du titre. C'est un titre lent et c'est un titre qui est appréciable de par sa stabilité et de par son rendement. Du coup, pour ceux qui en ont, eh bien, je comprends tout à fait qu'on les garde. Si ça monte, c'est génial. Mais vous savez que si ça baisse de toute façon de 10%, vous les garderez parce que vous toucherez le dividende. Donc en fait, pour ceux qui en ont et qui jouent la stratégie de long terme, que ça monte ou que ça baisse, importe peu. Si ça monte, c'est mieux. Si ça baisse, bah, c'est comme ça, mais on la tient pour le dividende. Mais vous voyez aussi pour dire que si je n'en ai pas, bah, ça m'intéresse pas forcément au cours actuel. Aussi parce que j'ai peur qu'on se prenne une fausse cassure. J'espère pour ceux qui en ont que ce sera une cassure. Pour ceux qui n'en ont pas, bah, j'espérerais plutôt un repli, un retour vers 10 euros pour pouvoir en acheter pas cher et pouvoir jouer, mettre à profit pour ceux qui le souhaitent, cette stratégie de dividende de moyen long terme. Lagardère. Donc chez Lagardère, il y a du changement. Arnaud Lagardère, qui avait le lead sur la société, donc serait prêt à lâcher la main. Il y a un accord de gouvernance qui est en train de se mettre en place. Il y a eu une baisse d'un tiers du chiffre d'affaires au premier trimestre, et ça plaît pas forcément aux opérateurs, mais ce qui compte sur ce dossier-là, c'est le changement de gouvernance potentiel. Voilà. Et les milliardaires qui se battent au milieu pour prendre le pouvoir. Une valeur sur laquelle j'avais fait une analyse quand on était ici, c'est le petit rang vert, et sur laquelle je vise toujours 25,40 €, donc je vise toujours une hausse du titre. Pour retrouver une analyse, vous allez sur Lagardère, sur la fiche valeur, vous descendez la page et vous allez ici dans Trading Action et vous verrez s'il y a une analyse. Là, il y en a une, on clique dessus. Et donc vous voyez une analyse, je l'avais faite au mois de novembre, avec un stop à 10%, 11% et un objectif de 27%. Voilà, donc si on perd 1, si on gagne 2,8. Et c'est ça qui importe en bourse, si vous voulez. Moi, je peux me tromper 50% du temps. Ce qui compte, c'est que quand on perd 1, et quand on gagne 2 ou 3 ou 4. Voilà. Donc toujours haussier sur Lagardère. Ensuite, M6, tant qu'on est dans les cas un peu particuliers. Elle a sonné ce matin, j'avais mis une alerte à 11,10 €, 18,10 €. Pourquoi 18,10 €? Parce que ça correspondait à un retour sur le chandelier du 11 mars. Ici, vous avez un gap qui a été ouvert entre le 11 et le 12 mars. On est revenu tester la zone de gap une fois. J'ai fait une analyse où j'ai mis 18,10 parce que je voulais un test de cette clôture du 11 mars à 18 €. Ce matin, on a fait 18,10 au plus bas. Donc ma stratégie sur Métropole TV a été déclenchée. Je rappelle que M6 est à vendre, qu'une opération capitalistique pourrait avoir lieu dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et en gros, moi, je joue une hausse au-dessus des 20 € sur ce dossier. Et donc pareil, vous allez sur Zone Bourse, sur la fiche valeur d'M6, en bas de la page, Trading Action, vous avez l'analyse, le stop, l'objectif, tout qui vous est fourni. Dans cette première partie action, vous voyez, je parle de dossiers spéciaux. Eutelsat, c'est une valeur de rendement. Lagardère, il y a un côté capitalistique. Métropole TV, M6, il y a un côté capitalistique. Et je trouve ça intéressant d'avoir des valeurs avec un intérêt capitalistique parce que c'est le genre de valeur qui pourrait ne pas suivre le CAC en cas de correction du CAC. Voire même, imaginons que le CAC consolide pendant 1 ou 2 semaines et puis là, d'un coup, il y a une opération qui se fait sur Lagardère ou sur M6 et puis c'est des titres qui peuvent gagner 15-20%. Donc c'est un peu des jokers de moyen terme, de fonds de portefeuille, de diversification, et où en plus il y a le joker opération capitalistique potentielle, et je trouve ça très intéressant. Schneider Electric, j'aurais pu la mettre en trend following, mais c'est vrai que les actions du CAC, je les mets généralement dans la première partie d'émission. Là c'est juste pour vous montrer ce que c'est aussi qu'un long fleuve tranquille sur une action du CAC 40.
Et qu'il n'y a pas que les small caps qui peuvent monter fort, hein, puisque Schneider Electric, depuis le point bas du Covid, elle a pris 120%, et ce, dans un long fleuve tranquille. En plus, vous voyez que elle respecte toutes les règles du trend following. Ici, elle casse son plus haut annuel, elle monte, elle fait son pullback, elle remonte, elle casse son plus haut annuel, elle revient tester la zone de support, elle recasse, elle accélère. Et elle fait ça petit à petit, étape par étape. Vous avez un canal haussier qui permet de cadrer la tendance. Quand on approche du bas de canal, on s'y intéresse. Quand on approche du haut de canal, on allège les positions. Et c'est un moyen de faire de l'investissement de moyen terme sans devoir être devant le PC en permanence, sans être sur des sociétés à risque, des biotech ou autres. Mais en allant chercher de la performance quand même. Technip Energy. Alors Technip Energy, elle est en baisse aujourd'hui parce que Technip FMC, qui détient une participation dans Technip Energy, est en train de vendre un petit bout, 3,9%, soit 25 millions d'actions. Le prix unitaire s'est fait à 11,10 €. Ce matin, elle a ouvert à 11,35 € et elle est à 11,60 €. Je rappelle que Technip FMC détient toujours 31% de Technip Energy. Donc on parle en fait de la maison mère en quelque sorte. Les deux entités ont été divisées, il y a eu une scission. Mais on va dire que c'est l'ancienne maison mère qui vend une partie de sa participation. C'est pas la fin du monde, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient sortir totalement. Technip Energy reste un beau dossier. On peut voir une sorte de range en fait entre 10 et 15. Plus on approche des 10-11, plus la zone est attractive et basse. Plus on approche des 15, plus on relèvera les stops et on verra si à terme un jour ça passe. Mais en tous les cas, j'aimais bien ce chandelier du 22 avril avec des volumes forts, une petite touchette à 10,80 €, les 10,80 € qui avaient été défendus début mars. Donc on est revenu sur un point d'inflexion. On pourrait stabiliser quelques séances. Il y a ceux qui achètent autour des 10-11. Et il y a ceux qui surveilleront une éventuelle cassure des 12 € du plus haut d'hier, de la MM 20 jours. Si on casse cette zone de prix, on relance une dynamique haussière et on pourrait de nouveau aller chercher le haut du range. Total, ma valeur chérie. Alors Total est une valeur que j'adore non pas trader, pour moi c'est pas du trading, c'est de l'investissement. Et c'est une valeur que j'adore avoir à des super prix. Et c'est un peu un jeu avec le lectorat, alors il ne faut pas le voir mal. C'est vraiment dans une optique aussi d'éducation. Lorsque Total était en 2019 autour de 45-50 €, certains me disaient il faut acheter du Total, c'est pas cher, il y a du rendement, etc. Et j'avais dessiné cette ETE et j'avais dit mais ça se trouve, Total peut perdre les pieds si le pétrole perd pied, etc. J'avais pas du tout anticipé le Covid et qu'on irait aussi vite, aussi bas, mais je voyais un risque baissier sur Total et je disais en 2019, moi j'aimerais bien acheter du Total à long terme autour des 30-35 €, parce que 30-35 € c'était la zone travaillée par les prix en 2008, en 2011, et je me disais, quitte à avoir du Total en portefeuille à moyen long terme pour son dividende, certes, autant en avoir à bon prix. Parce que c'est bien gentil d'avoir du Total à 45 €, mais quand elle est à 30, ça veut dire que vous touchez 10 ans des dividendes et vous revenez tout juste à votre prix de revient. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc pour moi, l'intérêt a toujours été de vous aider à définir des zones de prix pour l'acheter le plus bas possible. Et c'est vrai que quand il y a eu le Covid et que Total est redescendu sous 24-25, à ce moment-là, j'ai dit à tout le monde, allez-y quoi, c'est Total à 25 €, il y a plus de 10% de rendement, c'est génial. Elle était rapidement remontée à 38, certains avaient fait des belles performances, et quand on était remonté à 38 ici en juin 2020, j'avais dit maintenant je l'attends sous 30. Et tout le monde me disait, on ne reviendra pas sous 30, elle redescendra pas si bas, nanani, nanana. Elle est allée sous 30, j'ai dit que j'adorerais la voir entre 25 et 30. On en a beaucoup parlé de nouveau dans cette zone-là. Alors je vous assure, quand on était à 25 € sur les points bas, j'avais des gérants qui m'écrivaient en me disant « Nicolas, t'es débile, Total, ça vaut plus rien, c'est du pétrole, c'est has-been, ça remontera pas, etc. » Moi, ma stratégie, c'était de dire que Total, entre 25 et 30, c'est pas cher à long terme, il y a un rendement de folie, c'est une boîte qui est en train de se transformer,
Total, c'est pas du pétrole, c'est du gaz d'abord. Ça vend plus de gaz que de pétrole. Et en plus, ils sont en train de passer au renouvelable et ils vont prendre cette tangente du renouvelable pour les 10 ans à venir. Donc elle reviendra sur le devant de la scène et peut-être qu'à un moment donné, on lui collera carrément l'étiquette ESG, investissement responsable, même si on connaît Total comme étant un producteur de pétrole, raffineur de pétrole. Donc voilà, j'avais donné sur Total des objectifs 38, 40, voire 42 en extension quand on était tout en bas. J'avais invité à sortir à 38, je pensais pas qu'elle poussera à 42. Il y en a certains d'entre vous, bravo, qui ont tenu jusqu'à 40, voire 42 qui sont sortis. Superbe. Et maintenant, depuis en fait début décembre, j'attends la zone 30-32. Voilà. Et donc, de nouveau, on me dit, mais non, Nicolas, ça n'y reviendra jamais, etc. Donc, permettez-moi une nouvelle fois de jouer, hein, puisque jusqu'ici, je n'ai pas perdu. L'achat pendant le Covid était top, on a pris 30%. L'achat entre 25-30, on a pris 30% aussi. Je vois cette zone de soutien à 34, je vois la MM200 et je me dis 34, ça commence à être un bon prix. Mais moi, je veux pas un bon prix, je veux un super prix. Et donc, je vais continuer de vous embêter, hein, notamment ceux qui sont toujours sur Total, qui les ont gardés, qui ne sont pas sortis, etc. Mais je veux de nouveau la zone 30-32. Parce que vous voyez, le pétrole est au plus haut. Et pourtant, Total baisse de 20% ces dernières semaines. Or, si Total la déçoit sur publication, perspective et ou que le pétrole consolide, je pense qu'elle peut très vite revenir à 34 ou 32. Donc je vais de nouveau attendre 32, voilà, on va dire 32, ce sera mon dernier mot Jean-Pierre, pour acheter du Total dans une optique de moyen long terme. Et puis dernier cas, dans les actions françaises, Vivendi, où là aussi on joue de l'opération capitalistique, la vente d'Universal Music Mobile, le fait que la société va pouvoir profiter de cette trésorerie, investir, faire des acquisitions externes. Vivendi, elle est haussière dans un beau canal. Bolloré s'est renforcé ces dernières semaines. Et généralement, quand Bolloré rentre sur un dossier, c'est pas pour rien. Et quand on voit le cours de Bolloré, le cours de Financière Audet, qui sont ces holdings, ces sociétés d'investissement et Vivendi, j'ai bien envie de le suivre. Donc voilà, Atos accidenté, Carrefour qui se retourne, Telsat qui est bonne pour les dividendes, qu'elle passe ou non sa résistance, Lagardère, on joue les mouvements de capitaux, M6 on joue un rachat, Schneider c'est l'exemple d'une belle valeur en tendance haussière, Technip dans un range qui revient en zone attractive, Total qui n'est pas encore en zone attractive et Vivendi qui est un dossier qui m'intéresse et qui, si elle revenait sur les 28, 28, 50, deviendrait de nouveau très attractive sur la zone basse de son canal haussier. On va maintenant passer aux valeurs trend following et GLB. On commence avec Carbios. Donc Carbios, je l'ai fait dans l'émission il y a 2 semaines. C'est amusant parce que hier je dis vous voulez que je vous parle de quelle action? J'ai eu plein de monde qui m'a dit Carbios, mais Carbios, je considère que je vous ai dit ce que j'avais à dire en fait. J'ai fait une émission le mardi 13 avril, elle venait de toucher MM200, elle venait de toucher une zone horizontale, elle venait de faire un chandelier en avalement haussier sur MM200. Donc c'était la zone. D'ailleurs, je vous ai indiqué la zone le vendredi 9 avril sur Twitter en disant c'est now. Le 13 avril, j'avais ce tracé sur mon graphique avec, vous voyez les numéros là, 1, 2, 3. 1, c'est tendance haussière forte accélération. 2, c'est la latéralisation. 3, c'est le redémarrage. 1, c'est l'accélération forte, le point haut. 2, c'est la latéralisation. 3, c'est le redémarrage. Et donc, je vous avais montré cette zone de range ici, entre 37 et 45, en disant faudra à terme qu'on en sorte par le haut. Si vous avez acheté du Carbios sur MM200, votre stop est sous MM200. Vous visez la borne haute du range et si la borne haute du range passe, on visera à moyen terme les plus hauts à 62 €. Donc c'est un superbe dossier, beau dossier fondamental. Si vous ne savez pas ce qu'ils font, je vous invite à regarder. Moi je trouve ça très intéressant. Vous allez sur Zone Bourse, vous allez sur la fiche valeur et vous regardez la fiche valeur. Vous avez les anticipations de chiffre d'affaires, de résultats, les notes de broker, etc. Si vous êtes à moyen terme, je trouverais
prématuré de remonter le stop sous les 45 euros, c'est-à-dire sous la résistance qui vient de céder. Parce qu'on pourrait très bien faire un pullback, un secouage de cocotier, en revenant tester la zone ici avant d'éventuellement repartir. Et donc, si vous êtes vraiment un investisseur de moyen long terme et que vous êtes là pour la tenir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et viser 50% de hausse potentielle, ce qui est ici sans potentiel, je me dis que pour le moment, si vous avez acheté à 39 euros, avoir un stop à votre entrée à 39 euros, ça se défend. Si ça rechute totalement, vous sortirez à zéro, c'est dommage mais c'est la vie. Mais au moins vous n'avez aucun risque de perte. Et puis vous avez un gain potentiel de 50%, ne l'oublions pas. Donc c'est très beau. Gensight dans les biotech, c'est une des biotech les plus soutenues depuis 1 an et demi. Elle publie régulièrement ces derniers mois des chiffres encourageants dans ses études. Il y a 1 an ou 2 de ça, j'aimais pas du tout le dossier, mais force est de constater qu'il faut savoir changer son fusil d'épaule et constater en tous les cas que le marché voit ce dossier différemment. J'ai essayé de cadrer une sorte de canal haussier ici en prenant les plus bas, même si on n'a que 2 points et que c'est pas très catholique, dirons-nous. On va dire qu'on est ici dans une sorte de latéralisation horizontale et qu'il faudra casser pour de bon la zone des 8,89 euros pour aller chercher éventuellement des nouveaux records annuels et historiques. Puisque quand on prend du recul sur un graphique sur les 5 dernières années, on voit que le plus haut historique de Gensight est à 10,80 €. Et donc une GLB potentielle sur ce titre. Alors c'est une GLB de type 2, vous savez, une GLB où on vient de très bas et où quand on atteint la GLB, on a déjà pratiquement fait x10. Donc je ne suis pas en train de vous dire d'attendre la GLB pour acheter sur cassure de plus haut historique, mais plutôt de vous dire que si tout se passe bien en termes de projet, puisque ça reste une biotech avec ses dangers, si tout se passe bien, effectivement, l'objectif théorique haussier des opérateurs qui sont dus à moyen terme, c'est de viser les 10,80 €, soit les plus hauts historiques, qui sont juste au-dessus de notre tête. Ensuite, on va à Bruxelles avec IBA. On regarde le moyen terme, on se rend compte quand même que c'est accidenté et que ça baisse depuis 3-4 ans. Mais que effectivement il y a du mieux depuis le Covid. Bon, ça c'est un peu le cas de toutes les valeurs. On constate aussi qu'elle a atteint un objectif majeur, les plus hauts de 2019. Donc on est méfiant. On regarde ensuite la façon dont ce titre navigue. Forte hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse. Et donc là, la question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai mis ces flèches-là, c'est si on devait respecter le rythme habituel de progression de ce dossier, est-ce qu'on n'aurait pas une consolidation vers cette boîte, vers cette zone de consolidation potentielle, pour faire un petit peu comme on fait habituellement? En tous les cas, si vous en avez, vous espérez qu'on casse rapidement les 18,20 €, 18,30 € pour que le trend continue et qu'elle monte sans pause. Si vous n'en avez pas, mais que ce dossier vous intéresse, vous espérez cette consolidation du titre d'à peu près 10% pour revenir sur des niveaux de prix un peu plus bas, pour respecter un peu son rythme habituel et pour rentrer sur repli dans le sens de la dynamique haussière. Ensuite, Jumia au NYSE. Je rappelle que Jumia, c'est un peu le Amazon africain, donc dossier qui est très intéressant, très volatile, qui avait beaucoup bougé en 2020. Là, en 2021, comme sur beaucoup d'actions US, valeurs de croissance potentielle long terme, on a eu des corrections assez fortes. Et on peut voir que la correction s'est faite sur un niveau clé, qui avait été travaillé ici fin novembre, début décembre dernier, autour de 28 $, qui correspond également à la moyenne mobile à 200 périodes. C'est pas de la magie ni du spiritisme, non, c'est juste du trend following avec une moyenne mobile à 200 périodes. C'est hyper regardé, c'est pertinent. On a ici un niveau de prix plus une MM200, c'est un point d'entrée optimum à l'achat. Pour ceux qui n'achètent pas pile sur MM200, on pouvait tracer une oblique ici qui passe par tous les plus hauts et acheter la cassure de l'AROB, cassure de résistance oblique. Et puis on espère le passage de la MM 20 jours, MM de court terme, pour que la dynamique reprenne. Vous avez la tendance primaire qui est haussière à long terme et la tendance secondaire qui était baissière récemment.
Et lorsqu'on arrive au croisement entre une tendance secondaire baissière et une tendance primaire haussière, on regarde ce qui s'y passe. Et si réaction haussière il y a, c'est que c'est peut-être la fin de la tendance secondaire et la tendance primaire qui reprend ses droits. Raison pour laquelle on dit souvent qu'en bourse, il faut laisser du temps au temps. Il faut parfois laisser les indicateurs et les prix sortir de la zone de surchauffe. Ce titre était à 7 dollars en octobre 2020 et à 70 dollars en février 2020. On a fait x10 en 6 mois. Donc à un moment donné, on a perdu 50%, certes. Mais même en ayant perdu 50%, cette valeur était toujours à plus 500% sur 6 mois. Ce qui est magnifique. Ensuite, cas particulier pour ceux qui connaissent Mint, spécialiste avant dans la téléphonie, maintenant spécialiste dans l'énergie. Il a failli avoir une OPA à 10 euros, mais cette OPA a été empêchée par les minoritaires, donc l'action continue de coter. Et les chiffres de Mint sont absolument énormes. Si vous avez lu ma dernière newsletter, vous avez vu ce graphique-là. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter que ça se passe sur nicolaschéron.fr. J'envoie une newsletter toutes les 6-8 semaines dans laquelle je fais passer souvent un expert et à laquelle je rajoute des petites analyses et des contenus éducatifs. Et dans celle que j'ai fait donc dimanche avant de partir en vacances, vous avez l'évolution brute de la base client Mint. Tableau réalisé par Value sur Twitter, que j'affectionne beaucoup et à qui je passe le bonjour et mes remerciements. Voici en fait la base donc client de Mint. Quand on était en fin d'année 2020 et que l'OPA a été proposé, ils avaient 150 000 clients. Depuis, on dépasse les 200 000 clients et le rythme de progression ne baisse pas. Donc on a théoriquement une valeur d'entreprise qui continue de grimper, mais un cours qui n'a pas continué de monter, parce que délaissé, parce que peu liquide, parce que moins suivi désormais. Mais voilà, il faut laisser du temps au temps, les indicateurs ont dégonflé, la moyenne mobile 200 périodes est venue en soutien, on est dans un range entre 8,80 et 10,20 €. Et dans une optique de moyen terme, de diversification, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de dossier, d'essayer d'acheter le plus bas possible en cas d'accident de marché, sait-on jamais, vu qu'il n'y a pas de liquidité dessus, de mettre des ordres en épuisette au cas où on fait un trou d'air vers 8,50, 9 €, pour à moyen terme jouer peut-être une nouvelle offre, une nouvelle OPA à 12, 13 ou 14 €. Voilà. Donc ça c'est un dossier particulier, étudiez-le, regardez les chiffres, lisez Value sur Twitter et puis vous en saurez plus. Ensuite, puisqu'on est dans les dédicaces, on va faire une petite dédicace à Philippe. Philippe, adepte de l'analyse value, lui aussi, sur Twitter. Philippe qui aime bien taquiner ceux qui font du court terme, du trend following et des small caps. Et qui s'intéresse vraiment à la valeur des sociétés et à leur business. Et c'est vrai que j'ai suivi son analyse et ses mises à jour sur Piscine des Joyaux depuis près d'1 an. Piscine des Joyaux, comme son nom l'indique, fait des piscines. Or, avec le Covid, c'est l'explosion totale. Dès qu'on a passé la période du Covid, elle a battu ses plus hauts de plusieurs années en juillet 2020. On a consolidé quelques mois, puis il y a eu une nouvelle envolée. Et là, en 2021, le carnet de commandes est plein, les chiffres explosent, la marge continue de s'améliorer. Donc voilà, magnifique action, magnifique société, trend following, société française et en plus une GLB, puisque vous voyez le graphique ici sur 20 ans, on vient en fait ce mois-ci de casser les plus hauts historiques qui dataient de 2006. Donc c'est un Greenline Breakout, un nouveau plus haut historique avec... Alors c'était pas ses premiers mois d'introduction, c'était dans ses 2-3 premières années d'intro, mais vous voyez un peu le concept quoi. La boîte a mis 20 ans à se transformer, à prendre des parts de marché, à améliorer sa rentabilité. Et là, avec le Covid, les achats de résidences secondaires, les constructions de piscines, c'est la consécration. Je vous dis pas d'en acheter au cours actuel, puisque avec les publications récentes, les bons chiffres, etc., là, elle vient de gagner 20% en une semaine. Mais sur repli éventuel, voilà, c'est une boîte qui
comme LDLC et d'autres, à des phases haussières, phase de conso, phase haussière, phase de conso. Là, on vient de faire une phase haussière. Qui sait, en cas de phase de consolidation vers l'ancienne résistance à 24 euros qui est devenue support théorique, donc en cas de retour éventuel vers 23-24 euros, ceux qui sont intéressés par le dossier pourraient éventuellement profiter d'un repli pour l'acheter. Ensuite, SPI, là on est dans une belle action trend following ces derniers mois, mais on approche d'une résistance historique, la zone des 21,50-22 euros. Cette zone de résistance se conjuguait avec un haut de canal haussier que j'avais tracé, que je vous avais montré il y a à peu près un mois. Mais voilà, elle a tenu, elle a latéralisé, puis plus le temps passe, en fait, plus le haut de canal remonte. Et donc là, elle tape de nouveau à la porte des 21,50. Si ça passe, elle ira chercher 22,50, son haut de canal. On peut aussi latéraliser, voire revenir vers 20 euros et le bas de canal, avant d'éventuellement repartir. En gros, tout ce qui compte sur ce dossier-là, si vous en avez, c'est que on tienne les 20 euros et le bas de canal. Donc si vous êtes un investisseur de moyen terme à l'achat sur SPI, en théorie, vous avez une invalidation sous les 20 euros. Si vous souhaitez en acheter, vous espérez un retour vers 20 euros, 20,50 euros pour acheter le bas de canal, pour ensuite viser le haut de canal. Si on sort par le canal, qu'on le casse violemment, game over, le trend following s'arrête et on se met en pause. Ensuite, Twitter, c'est une valeur trend following et GLB, puisque je vous rappelle que Twitter s'est introduite en 2013, qu'elle a touché 75 $ pratiquement en 2013. Elle a été tester ses plus hauts historiques et sa GLB, mais elle n'a pas réussi à passer. De fait, je vous avais dit qu'elle m'intéressait fortement en cas de retour à 60 $. Donc même chose, vous allez sur le site de Zone Bourse, vous vous dites tiens, est-ce que Nicolas a fait une analyse sur Twitter ? On descend la page, on va dans Twitter Trading Action. Là, vous voyez mon analyse avec un point d'entrée proposé à 61,50 $, un stop à 54 $, soit 10%, et un objectif à 76 $, soit 27%. On a touché pile poil les 61. Souvenez-vous, quand on a fait la mèche ici en mars, on les a frôlés, je n'ai pas été fait à 0,5 centimes. Et puis là, en fin mars, on est venu chercher les 60 euros. Donc peut-être que certains d'entre vous sont rentrés. Ici, on joue le trend haussier. Et on joue à terme cette fameuse GLB qu'on a testée mais qui n'est pas passée. Et Twitter, pour moi, est en train de transformer son business, pourrait lancer de nouveaux services payants, des tweets payants, des newsletters payantes, etc. Auquel cas la rentabilité pourrait exploser, auquel cas un jour peut-être Twitter se ferait racheter, bref. Je pense que cette aventure n'est pas finie et dans une optique de moyen terme, si GLB puis transformation du business IA, je pense que c'est un call avec un potentiel de 50%. C'est-à-dire que la zone d'achat était autour de 60 et on pourrait viser à terme 90 $, soit 50% de hausse, avec un risque de 10%. Et on finit avec une de mes valeurs préférées, Virgin Galactic. Pourquoi est-ce que j'adore cette valeur ? Parce que c'est une valeur qui est punchy, qui fait des belles envolées. Elle nous a fait une envolée fin 2020 où elle a fait x2,5. Elle a refait une envolée en début 2021 où elle a fait x3. Faut savoir sortir et prendre des bénéfices, c'est clair, parce que elle sait aussi retracer complètement, puisque à chaque fois qu'en fait je vous rappelle que Virgin veut envoyer des touristes dans l'espace, et donc à chaque fois on spécule sur les tests dans l'espace, mais à chaque fois ils sont repoussés. En plus de ça, il y a des actionnaires qui sortent, en plus de ça, il y a le PDG qui a vendu des parts, donc ça fait peur à tout le monde. Mais c'est quand tout le monde a peur qu'on achète, comme dirait Warren Buffett. Donc je vous ai prévenu quand Twitter était sur MM200 à 25 $ qu'elle pouvait rebondir. Je vous ai prévenu à 35 $ qu'elle était sous résistance, qu'elle allait selon moi rechuter et revenir sur MM200, voire plus bas. Je vous ai donné il y a 10-15 jours une zone d'achat comprise entre 20 et 23 $. Et le jour où elle a touché les 20 $ le mercredi 21 avril, j'étais en vacances et je vous ai envoyé un message sur Twitter en disant « Twitter, c'est 21 $, c'est maintenant ». Voilà. Donc si vous avez suivi ce call, vous êtes acheteur de Twitter autour de 21-22 $ avec un stop sous les plus bas, sous les 20 $.
Parce que les 20 dollars, c'est un seuil psychologique, parce que les 20 dollars correspondent à une oblique haussière qui passe par tous les plus bas, et que si on cassait violemment les 20 dollars, donc mettez pas non plus 19,9, mais 19,6 ou 5 par exemple, si on casse ça, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Par contre, si on tient et qu'on remonte assez rapidement vers 27, 28, je pense que si tout se passe bien, qu'ils réannoncent une date de vol dans les semaines, dans les mois qui viennent, de nouveau on aura une spéculation qui pourrait nous remener à 40, et qui sait, si le vol un jour se fait, nous renvoyer à 60, voire 80, à long terme. Donc en fait ici c'est un call spéculatif de très long terme, où on vise x2, voire x3, voire qui sait, si tout fonctionne bien à long terme, échéance de 3 ans, x4. Donc le risque est supérieur. Sur des valeurs où je vous ai dit on risque 10 pour gagner 30%, là si on achète 22 dollars et qu'on met un stop à 19, ça fait 15%. Certains même ont acheté à 23 ou 24 dollars, donc un stop sous 20, ça fait 20%. Mais encore une fois, 20% de perte potentielle pour 100-200% de gain potentiel. Donc c'est pas du value investing, c'est pas du long terme, c'est pas du bon père de famille. Je vous parle de ce dossier-là comme du Navia ou d'autres pour votre poche spéculative, qu'on soit bien d'accord. Et puis pour finir cette émission, quelques valeurs internationales qui sont dans des situations techniques intéressantes. Alphen, spécialiste du stockage d'énergie et des batteries, qui a fait un parcours magnifique en 2020, qui consolide depuis. Ici, toujours ce système de dégonflage dont je vous parlais tout à l'heure, dégonflage des indicateurs techniques, la MM200 qui arrive progressivement en soutien, une zone horizontale qui se crée. Donc là, si vous êtes investisseur, et en théorie sur Alphen, on ne fait pas du trading, on fait de l'investissement, vous avez un stop sous 60 €, sous la grosse zone de soutien testée ces derniers mois, et vous visez 75, et si les 75 cèdent, la zone qui est ici, qui a été travaillée ici et là, ce qui fait que c'est une zone pertinente. Donc on achète le bas du range et la MM200, on vise le haut du range, et si le haut du range casse, on vise les plus hauts historiques. Amazon, elle va publier, alors ici moi je fais pas de charlatanisme, j'ai pas de boule de cristal, simplement tendance de fond haussière, elle a dégonflé les indicateurs, la MM200 on est repassé, on l'a travaillé, on est repassé au-dessus. Ça va donner le tempo cette semaine sur les valeurs tech. Si on a du Apple, du Amazon et autres qui publient bien, ça va tenir l'ensemble du marché. Si Amazon casse les 3438 $, c'est plus haut des derniers jours, mais aussi c'est plus haut de février, ça devrait la booster et l'envoyer vers ses plus hauts historiques. Et si elle casse ses plus hauts historiques, je pense qu'on parlera un jour d'un objectif haussier théorique. Par report de range, ça donnerait un objectif à moyen terme à 4000 $. Et oui, et oui. Ensuite, Coinbase. Coinbase, donc c'est le plus gros courtier de crypto. 50% des gens qui ont du Bitcoin sur la planète, soit à peu près 50 millions de personnes, ont des comptes chez Coinbase. Coinbase, j'ai été un petit peu caustique dessus parce que quand ils se sont cotés en bourse et qu'elle a coté à plus 70% le premier jour, j'ai dit c'est bien. On a là des chefs d'entreprise qui ont fait un superbe dossier. Ils font x 10 000 sur leurs investissements de départ. Et ils sont en train de refiler le papier à des investisseurs qui veulent acheter le premier broker crypto coté en bourse parce qu'on est à 2000 milliards de valorisation sur les cryptos. Tout ça pour dire que pour moi, il fallait pas acheter le jour de l'intro. C'était un peu la trappe Nigo. On est allé trop vite, trop haut. Ça correspondait au point haut sur le Bitcoin. Il faut laisser la valeur cotée. Il faut laisser la purge sur les cryptos se faire si elle doit se faire. ARK Investment, le fonds bien connu aux États-Unis qui achète toutes les valeurs tech, en achète à peu près tous les jours, mais c'est pas ça qui l'a fait monter pour autant. C'est intéressant si vous voulez. Bien évidemment, c'est une boîte qui fait beaucoup d'argent, mais il faut voir si l'acquisition tient dans le temps. Elle avait 22 millions de clients en 2018. 2019-2020, ça monte. Mais en gros, je crois qu'elle a doublé son nombre de clients pratiquement sur le premier trimestre 2021. Donc les gens achètent du Coinbase à 300 $ sur une hausse de la base client de 50% en 3 mois, sur un résultat net historique.
et donc sur des chiffres absolument fous. Que les cryptos continuent de monter, pourquoi pas. Que Coinbase continue à gagner de l'argent, pourquoi pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont maintenir leur rythme de croissance actuel. Et c'est ça que regarde le marché. Donc moi j'aimerais bien que Coinbase se casse la figure vers 250 $. Parce que à ce moment-là, on serait dans un prix dit potentiellement attractif. À 300 $, je trouve ça encore cher. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me ruer là-dessus. Ensuite, Freeport-McMoRan, superbe valeur qui est en dynamique haussière. Alors, je regarde pas la bonne. Sur le NICE, voilà. Freeport-McMoRan, mine d'or de cuivre. Le cuivre est au plus haut historique pratiquement. L'or, pas loin de ses plus hauts historiques, on est à 15%. Donc voilà, là on a une valeur magnifique, trend following imparable. Consolidation ces dernières semaines. Je trouve ça intéressant parce qu'on a une sorte d'épaule, tête-épaule inversée ici. Et on sent bien qu'il y a une volonté là de passer la résistance à 39 $ et de continuer dans le sens de la dynamique haussière. Donc là, en trend following, il y a un range, on casse le range, on achète la cassure si on le souhaite, on met le stop sous la cassure et puis on espère que le report du range se fasse et qu'on vise les 45 puis les 50 $ à moyen terme dans le sens de la tendance sur un dossier qualitatif. Ce qui est bien avec celle-là, c'est que même si les métaux précieux baissent et que l'or consolide depuis 6 mois, parce qu'elle mine et du cuivre et de l'or, c'est le cuivre qui l'attire. Donc si derrière les perspectives de croissance mondiale se calment et que le cuivre se calme, mais que l'or prend le relais, elle va profiter de l'or. Donc c'est un bon joker. Ensuite, infrastructure and énergie alternative côté au Nasdaq, code IEA. Là toujours ce phénomène dont je vous parle depuis le début de cette émission en fait, du dégonflement nécessaire des indicateurs sur des valeurs qui sont fortement montées. Cette valeur cotait 3-4 $ l'année dernière, elle est montée à 24 $, donc elle a fait x6, puis elle a été divisée par 2. Mais en fait, si on prend du recul, à moyen terme c'est haussier. C'est un peu comme Neoen, vous savez, ce long débat sur Neoen, ah mais c'est baissier à court terme, oui mais non, mais sur Neoen c'est ça qu'on joue. Elle a été un peu trop vite, donc elle est revenue sur son axe de soutien moyen-long terme. Sa courbe de progression moyenne, elle est autour de cet axe. Donc c'est proche de cet axe qu'on veut en acheter en partant du principe que parce que le dossier est bon et le secteur soutenu, ça repartira à moyen terme. Donc on a une tendance primaire haussière, tendance secondaire baissière. Et une fois que cette tendance secondaire rencontre la primaire et que les acheteurs se montrent, c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir. Et donc là, sur cette valeur IEA, c'est le cas. On est revenu chercher... une MM200, tiens donc, je crois en avoir entendu parler quelque part. Li-Auto, là on est dans de la valeur, donc véhicule électrique chinoise côté au Nasdaq, qui est montée très haut, très vite, très fort post-introduction, qui a fait x3, x4, x3, et qui est revenu sur des ratios de valorisation, sur des niveaux de prix, sur des niveaux d'accélération de l'année dernière un peu plus normaux, légitimes, après avoir épongé ceux qui étaient rentrés trop haut et qui ne savent pas mettre de stop. Là, vous voyez l'intérêt d'avoir des stops. Vous voyez l'intérêt de vous faire stopper sous 30 $ pour pouvoir en racheter à 20 $ et de vous dire, tiens, là je la rachète, elle est pas chère. Alors que celui qui a acheté là sur support sans stop, aujourd'hui il perd 50%, il croise les doigts en disant, ah j'espère que ça va remonter. Celui qui a des stops, il est sorti, il a pris sa perte et il a pu revenir 30% plus bas. Et aujourd'hui, il est peut-être de nouveau en gain. Ensuite, SLM, ça c'est un exemple de valeur trend following. Il s'occupe de rachat de prêts, négociation de prêts dans le milieu étudiant. C'est méga haussier, c'est méga beau. Bravo à la personne qui m'a proposé cette valeur-là. Je voulais juste vous la montrer parce que c'est l'exemple d'action des prix que l'on recherche, quoi. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso. On achète les cassures de plus haut et puis on se laisse filer à chaque fois. Et ça marche, et ça marche, et ça marche, et ça marche. Alors bien évidemment, un jour ça ne marche plus. Ce qui est intéressant ici, c'est le bas de canal. Voilà. Alors il se peut parfois qu'il y ait un accident, ça arrive. Mais sinon, la proximité du bas de canal est jusqu'ici respectée.
Donc si vous êtes dessus, tant qu'elle est au-dessus des 18$, au-dessus de son bas de canal, ça va. Et pour celui qui est intéressé, un repli éventuel et une réaction positive serait sur 18$ serait un moyen de rentrer à meilleur prix. Varta, spécialisé dans les batteries, qui s'est un peu réinventé ces derniers temps, qui veut se mettre là à fond dans la batterie électrique. J'ai fait une analyse sur cette valeur où je vous ai proposé un achat sur Zone Bourse à 106€. Donc j'ai eu de la chance parce que à 1€ près, j'étais vraiment sur le plus bas. Et où je visais 135€ à peu près. Donc l'objectif de mon analyse a été atteint, plus 25-27% en quelques jours. Mais plusieurs personnes m'ont demandé d'en parler. Donc si vous êtes toujours dessus à l'achat depuis la zone des 106-110, vous pouvez d'une part mettre votre stop à votre point d'entrée pour annihiler le risque, et au cas où ça rechute, vous sortez sans perte. Ce qui est positif, c'est que là on a un double test de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc c'est comme si on était en train de créer un nouveau support. Et l'objectif, si vous avez gardé que vous n'êtes pas sorti à 134 ou 135, je ne sais plus quel prix j'avais proposé, peut-être même 132, j'en sais rien. Votre objectif, si vous n'êtes pas sorti là, c'est de viser la zone de gap au-dessus, là, entre 145 et 153. Donc ça fait encore 15% d'appréciation par rapport au cours actuel. Donc vous n'avez pas encaissé de gain, vous pouvez remonter votre stop à votre prix d'entrée ou sous le dernier support, et vous visez encore 15% plus haut. Et on finit avec Vivorion à Amsterdam. Et là, je sais pas si j'ai besoin de dire quoi que ce soit en fait. Théorie, valeur haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, des moyennes mobiles qui arrivent en soutien. On est dans un range, on vient de tester le bas du range. À vous de me dire ce qu'on fait sur le bas d'un range qui a tenu dans une dynamique haussière de fond. Et je terminerai l'émission sur cette question qui reste en suspens. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc 20-25 minutes pour l'introduction, la macro, les marchés. Ensuite, on s'est pris 10 minutes de pause plus les indices, le début de la partie action. La partie action là, a duré à peu près 35 minutes, 35-40 minutes pour 35 valeurs à peu près. J'essaye de me concentrer sur certaines pour vous apprendre des choses. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas. En tous les cas, je suis très content d'être de retour de vacances, de vous retrouver, d'avoir fait cette vidéo. J'espère que l'enregistrement s'est bien passé, qu'il y aura la petite caméra avec ma petite tête dans un coin. Ça rend les choses un peu plus humaines, tout simplement. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un bon trading, et à très vite. Au revoir à tous.